La science est une drôle de dame, avec un sens de l'humour bien à elle. Elle adore se jouer de ceux qui consacrent leur vie à l'étudier. D'abord, elle leur offre une intuition de génie, ce fameux moment où tout semble s'éclairer. Eureka, comme on dit. Mais l'instant d'après, elle leur annonce sans ménagement que leur réponse ne vaudrait même pas la moyenne à l'école. Et puis, non, mieux encore. Laissez-moi vous raconter une histoire absolument fascinante. Nous sommes en 1925. Deux jeunes physiciens vivaient alors quelque part dans le monde. Tous deux venaient tout juste d'entrer dans la vingtaine. Et voilà qu'ils trouvent une idée capable de résoudre un problème qui tourmentait les chercheurs depuis de nombreuses années. Sans perdre une seconde, ils rédigent leur article et le remettent à leur directeur de recherche pour publication, rêvant déjà, dans un coin de leur esprit, de décrocher un jour le prix Nobel. Mais peu après, ils tombent sur un calcul particulièrement intriguant réalisé par un autre scientifique. Et ce n'était pas n'importe qui. Sans les travaux de cet immense savant, il est même possible que la théorie de la relativité d'Einstein ait pris une toute autre forme. Or, selon ce calcul, leur théorie ne pouvait être valable que si les électrons tournaient sur eux-mêmes à une vitesse égale à 300 fois la vitesse de la lumière. Je le répète, 300 fois, plus vite que la lumière. Passant en un instant du statut de candidat au prix Nobel à la panique totale, ils se précipitèrent auprès de leur directeur de recherche pour retirer leur article. Mais il était déjà trop tard. L'article était déjà parti à l'impression. Et ce n'est pas tout. Leur professeur leur adresse même ces quelques mots. « Vous êtes encore jeune. À votre âge, ce genre d'erreur est tout à fait pardonnable. Bonjour à toutes et à tous. » Mais le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que ces deux jeunes physiciens avaient bel et bien tort, tout en ayant, en même temps, raison. La science les a ballottés sans la moindre pitié, mais en échange, elle leur a tout de même accordé une petite part de gloire. Bienvenue sur Perduchane. Sans plus attendre, découvrons ensemble cette incroyable histoire dans les moindres détails. Les deux de Leyde et celui de Tübingen. Les Pays-Bas. La ville de Leyde. À l'université locale, deux doctorants, Samuel Goudsmit et George Uhlenbeck, poursuivaient leurs recherches. Leur directeur était Paul Ehrenfest, l'un des physiciens les plus éminents d'Europe. Également connu comme un ami d'Einstein, il était redouté pour son esprit critique particulièrement acéré. Des chercheurs venus de toute l'Europe se rendaient chez lui pour demander conseil, débattre et parfois même se livrer à de vives controverses. Goudsmit et Uhlenberg cherchaient à percer le mystère des spectres atomiques. Depuis longtemps déjà, un phénomène étrange y avait été observé. Pour faire simple, une raie qui, selon la théorie, aurait dû être unique, apparaissait en réalité dédoublée sur les clichés expérimentaux. Deux raies extrêmement proches l'une de l'autre, mais bel et bien distinctes. Ce phénomène, appelé structure fine, tourmentait les physiciens depuis des années. C'est alors que les deux jeunes chercheurs eurent une idée d'une élégance remarquable, parfaitement logique et, surtout, assez simple pour être comprise par un lycéen. À cette époque, on savait déjà que les électrons tournaient autour du noyau atomique. Mais si l'électron tournait aussi sur lui-même, autour de son propre axe, exactement comme la Terre, mais à une échelle infiniment plus petite. Dans ce cas, l'électron produirait un champ magnétique supplémentaire. Celui-ci modifierait l'énergie de l'atome, ce qui diviserait les raies spectrales en deux, exactement comme les expériences le montraient. Parfait, on a résolu le mystère de la structure fine. Alors, il est où notre prix Nobel ? Leur intuition était tout simplement géniale. Ils donnèrent à ce nouveau concept le nom de spin, le mot anglais signifiant rotation. Ils rédigèrent alors leur article et le remirent à Ehrenfest. Ehrenfest le lut et fronça les sourcils. Selon ceux qui l'ont connu, il possédait un talent exceptionnel pour repérer instantanément les failles d'une théorie. Et cette fois encore, son intuition lui souffla que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'on calculait la vitesse angulaire nécessaire pour produire cet effet, on obtenait une valeur totalement aberrante. Mais nous sommes en 1925. La physique quantique progresse à une vitesse fulgurante, et des idées qui semblaient absurdes la veille sont démontrées juste les unes après les autres. Et si, cette fois encore, c'était le cas ?
Ehrenfest félicite les deux jeunes chercheurs et envoie leur article à la publication. Mais à présent, ouvrez bien vos oreilles. Remontons le temps de 9 mois. Janvier 1925. Allemagne, Tübingen. Un jeune chercheur de 20 ans nommé Ralph Kronig rend visite au professeur Alfred Landé. Ce dernier venait justement de recevoir une lettre de Wolfgang Pauli au sujet de ce fameux mystère des spectres atomiques. Kronig lit cette lettre. Et là, pendant le déjeuner, vous vous rendez compte ? Il a exactement la même idée. L'électron tourne sur lui-même, ce qui crée un champ magnétique supplémentaire et explique la structure fine. Même idée, même calcul, tout coïncide au détail près. Quelques jours plus tard, l'étoile montante de la physique quantique, Pauli en personne, arrive à Tübingen. Un homme que tout le monde respectait et craignait un peu. Très nerveux, Kronig lui expose son idée. Après l'avoir écouté, Pauli la balaye d'une phrase. C'est très ingénieux, mais cela n'a aucun rapport avec la réalité. Puis il ajoute « Faites donc le calcul vous-même. Vous verrez que la vitesse dépasse celle de la lumière. C'est une absurdité. » Kronig n'a que 20 ans, et devant lui se tient Pauli en personne. Kronig acquiesce en silence, retourne dans sa chambre et range son manuscrit dans un tiroir de son bureau. Il vivra ensuite une longue vie et deviendra un physicien de tout premier plan. Il participera aux travaux théoriques sur le ferromagnétisme, et son nom restera plus tard dans l'histoire de l'optique grâce aux relations de Kramers-Kronig. Mais devenir celui qui aurait révolutionné la physique en découvrant le spin de l'électron en 1925, cette occasion ne se représenterait plus jamais. Le crayon de Lorentz. Revenons maintenant à Leyde. À quelques maisons seulement du laboratoire d'Ehrenfest habitait un homme nommé Hendrik Anton Lorentz. Oui, le Lorentz des fameuses transformations de Lorentz. Le même Lorentz que celui de la force de Lorentz, et également lauréat du prix Nobel de 1902. On raconte qu'Einstein, lorsqu'il parlait de Lorentz, retirait réellement son chapeau devant lui, et pas seulement au sens figuré. En 1925, Lorentz avait 72 ans. C'était une véritable légende vivante. Il s'était déjà retiré de la recherche active, mais à Leyde, tout le monde continuait à le consulter comme un sage dont la vie faisait autorité. Chaque fois qu'une nouvelle théorie ou un nouvel article voyait le jour, les chercheurs allaient le voir pour connaître son opinion. L'un des deux jeunes découvreurs, Uhlenbeck, décida lui aussi de lui montrer leur manuscrit. Lorentz prit un crayon et fit ce que n'importe quel étudiant de deuxième année aurait dû faire. Ce que, curieusement, ni Ehrenfest, ni Goudsmit, ni même Uhlenbeck lui-même n'avaient fait. Cela dit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Ehrenfest s'en doutait déjà plus ou moins intuitivement. Mais Lorentz, lui, prit le temps de faire le calcul correctement. Si l'électron était une minuscule sphère chargée possédant le moment cinétique nécessaire pour expliquer la structure fine, à quelle vitesse sa surface devrait-elle se déplacer ? En utilisant le rayon classique de l'électron, déjà connu à l'époque grâce à l'électromagnétisme classique, puis en l'introduisant dans la formule du moment cinétique, on obtient une valeur. 300 fois la vitesse de la lumière. Selon une autre estimation, 100 fois. La valeur exacte dépend de la manière dont la masse serait répartie à l'intérieur de cette sphère imaginaire. Mais dans tous les cas, l'ordre de grandeur reste le même. La surface de l'électron devrait tourner à plusieurs centaines de fois la vitesse de la lumière. Lorentz remit le résultat de son calcul à Uhlenbeck. Uhlenbeck devint livide et se précipita aussitôt chez Ehrenfest. « Il faut retirer notre article, c'est complètement insensé. »« Trop tard, je l'ai déjà envoyé. » « Mais vous êtes encore jeune. Une erreur de cette ampleur vous sera pardonnée, » lui répondit Ehrenfest. Uhlenbeck racontera plus tard qu'à cet instant précis, il souhaitait sincèrement que le sol de l'université de Leyde s'ouvre sous ses pieds et engloutisse à la fois lui-même, son article, son nom et sa réputation. Mais le sol ne s'ouvrit pas. L'article fut publié tel quel. Le monde scientifique se retrouva ainsi à recevoir un article affirmant que les électrons tournaient à une vitesse interdite par la théorie d'Einstein. En temps normal, cela aurait été une catastrophe. Une carrière scientifique brisée, et ces deux jeunes physiciens seraient restés dans l'histoire comme les auteurs d'une théorie farfelue. Pourtant, ils sont bel et bien entrés dans l'histoire. Non pas comme les auteurs d'une absurdité, mais comme les artisans de l'une des découvertes les plus fondamentales de toute la physique quantique. Le spin existe, mais il n'y a pas de rotation.
L'article de Goudsmit et Uhlenbeck fut publié à l'automne 1925. Les physiciens les plus chevronnés éclatèrent de rire. « Ah, ces gamins! À force de courir après la gloire, les voilà qui commettent une erreur digne d'un enfant. » Mais leurs sourires ne durèrent pas longtemps. Les expériences, avec une réserve importante dont nous parlerons un peu plus tard, donnaient des résultats en remarquable accord avec les prédictions de leur article, et ce, avec une très grande précision. Les électrons se comportaient bel et bien comme s'ils possédaient un moment cinétique intrinsèque. Ce fameux moment cinétique que Goudsmit et Uhlenbeck avaient baptisé spin. Un champ magnétique existait bien autour de l'électron. Les raies spectrales se dédoublaient effectivement, et tous les phénomènes prédits par leur modèle étaient observés expérimentalement. Leur modèle était-il donc correct ? Non, car malgré tout cela, l'électron ne tournait pas sur lui-même. Comment est-ce possible ? Par définition, le moment cinétique représente précisément la quantité de rotation d'un objet. Si un corps possède un moment cinétique, cela signifie qu'il est en rotation. Prétendre le contraire reviendrait à dire qu'une planète possède une vitesse orbitale sans se déplacer. Cela n'a absolument aucun sens. Et pourtant, transformer ce genre d'absurdité en réalité, c'est exactement ce que fait la mécanique quantique. Oui, l'électron possède bien un moment cinétique. Mais il ne tourne pas sur lui-même au sens où nous l'imaginons habituellement. Il faudra 3 longues années aux physiciens pour comprendre comment concilier ces deux faits contradictoires. Enfin, comprendre est un bien grand mot. En réalité, ils n'eurent d'autre choix que d'accepter que le spin n'était pas une rotation, mais une propriété fondamentale et indépendante de l'électron, aussi essentielle que sa masse et aussi inséparable de lui que sa charge électrique. Si le terme spin est resté, c'est uniquement parce qu'en 1925, les physiciens étaient convaincus qu'il s'agissait réellement d'une rotation. Le nom est resté comme une simple étiquette héritée de l'histoire. Lorsqu'ils comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une véritable rotation, il était déjà beaucoup trop tard pour changer son nom. Voilà pourquoi, depuis maintenant 100 ans, l'électron continue de porter cette appellation, comme un vestige de cet article qu'Uhlenbeck avait voulu retirer. Et pourtant, cette appellation est en réalité très pratique. Par exemple, lorsque l'on parle de flux de trésorerie, personne n'imagine sérieusement que l'argent s'écoule comme de l'eau. Ce n'est qu'une métaphore destinée à faciliter la compréhension, pas une description fidèle de la réalité. Il en va exactement de même pour la rotation de l'électron. Ce terme nous permet de manipuler plus facilement les équations appropriées, mais cela ne signifie pas que l'électron tourne réellement sur lui-même. Mais alors, comment les physiciens ont-ils découvert qu'il ne tournait pas réellement ? Comment ont-ils compris que Goudsmit, Uhlenbeck et Kronig avaient correctement identifié le phénomène, tout en se trompant complètement sur son mécanisme ? La réponse est évidente. Grâce aux expériences, bien sûr. 2 points et le 2 erroné. Comme c'est souvent le cas en physique, l'expérience qui porta le coup de grâce au modèle classique du spin avait en réalité été réalisée dès 1922, soit 3 ans avant que Goudsmit et Uhlenbeck ne proposent ce modèle. Seulement, à cette époque, personne ne comprenait encore ce qu'il avait réellement sous les yeux. 2 physiciens allemands, Otto Stern et Walter Gerlach, abordèrent leur expérience avec le raisonnement suivant. Si un atome est un minuscule aimant, alors sa trajectoire doit être déviée dans un champ magnétique non uniforme. La direction et l'ampleur de cette déviation dépendent de l'orientation de cet aimant. Les minuscules aimants présents dans les atomes sont orientés dans toutes les directions. Certains pointent vers le haut, d'autres sur le côté ou dans une direction intermédiaire. Ainsi, si l'on fait passer un faisceau d'atomes dans un champ magnétique avant de le projeter sur un écran, on devrait observer une bande verticale diffuse. En effet, chaque atome étant orienté différemment, chacun est dévié d'une manière différente. Stern et Gerlach chauffèrent des atomes d'argent, les firent passer dans le champ magnétique, puis regardèrent l'écran. 2 points parfaitement distincts apparurent, un en haut et un en bas. Comme si tous les atomes s'étaient mis d'accord à l'avance pour ne choisir qu'entre 2 orientations possibles. Orientation 1 ou orientation 2. Il n'existait ni 3e orientation, ni état intermédiaire. Selon la physique classique, une telle chose était absolument impossible. Pourtant, le résultat était là, littéralement sous leurs yeux, inscrit sur l'écran. En 1922, Stern et Gerlach eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils venaient d'observer. Ils pensaient simplement avoir confirmé certains détails de l'ancien modèle de Bohr-Sommerfeld. Ce n'est que quelques années plus tard,
après la publication de l'article de Goldsmith et Uhlenbeck, que la véritable signification de cette expérience devint évidente. Ces deux tâches correspondaient en réalité aux deux états possibles du spin de l'électron, dont la projection sur une direction donnée ne peut prendre que deux valeurs. Autrement dit, la nature ne choisit pas dans le menu raffiné d'un restaurant 3 étoiles, mais dans une simple formule de cafétéria étudiante. Au passage, Stern recevra le prix Nobel en 1943. Gerlach, en revanche, ne l'obtiendra jamais, notamment en raison du rôle central qu'il joua dans le programme nucléaire allemand durant la guerre. C'est probablement pour cette même raison que le prix Nobel de Stern ne récompensa pas cette découverte commune, mais un autre travail qui, à nos yeux aujourd'hui, paraît pourtant bien moins important. Mais cela est une autre histoire. L'expérience de Stern-Gerlach démontra donc que le spin est quantifié, qu'il ne peut prendre que deux valeurs, et qu'un modèle classique représentant l'électron comme une sphère en rotation est incapable de prédire ce comportement. Ce fut le premier clou planté dans le cercueil de ce modèle. Puis vint le deuxième. Et, à notre avis, il est encore plus élégant. Si l'électron était réellement une sphère chargée tournant sur elle-même, il devrait exister un rapport bien précis entre son moment magnétique et son moment cinétique. En physique, ce coefficient est noté par la lettre G. Pour une sphère classique en rotation, G devrait être exactement égal à 1. Ce résultat découle directement et uniquement des lois de l'électromagnétisme classique. Les physiciens décidèrent donc de mesurer cette valeur. Et ils découvrirent que le facteur G de l'électron était très proche de 2. Incroyable! Le modèle classique se trompait exactement d'un facteur 2. D'ailleurs, la mécanique newtonienne se trompait elle aussi exactement d'un facteur 2 lorsqu'elle calculait la déviation de la lumière par le Soleil. Une simple coïncidence ? C'est possible, mais ce sera une histoire pour une autre fois. Une question se pose alors tout naturellement. D'où vient donc ce 2 ? Pourquoi précisément 2 ? Si la théorie classique prédit 1, tandis que la nature répond 2, alors quelqu'un doit bien être capable d'expliquer l'origine de ce 2. Pour la déviation de la lumière, c'est Einstein qui apporta la réponse. Mais dans ce cas-ci, ni Goldsmith, ni Uhlenbeck n'y parvinrent. Ni Bohr, ni Pauli. Jusqu'à ce qu'entre en scène un Britannique d'une discrétion presque légendaire. Quelques Dirac plus tard. 1928. Cambridge. Paul Dirac. Ses collègues plaisantaient en disant qu'il existait une unité de mesure de bavardage, le 1 Dirac. Cela correspondait à 1 mot par heure. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, pendant un cours, un étudiant leva la main et déclara « Professeur, je ne comprends pas l'équation écrite au tableau ». Dirac resta silencieux pendant 1 minute entière, puis reprit son cours. Plus tard, quelqu'un lui demanda « Professeur, pourquoi n'avez-vous pas répondu à sa question ?» Dirac répondit d'un air étonné « Quelle question ?» Cet étudiant s'est contenté de décrire sa situation. C'est ce gentleman d'une discrétion légendaire qui décida de s'attaquer à un problème que personne n'avait réussi à résoudre. Écrire une équation de l'électron compatible à la fois avec la mécanique quantique et avec la théorie de la relativité. À titre de comparaison, l'équation de Schrödinger décrit parfaitement la mécanique quantique, mais elle ne s'accorde pas correctement avec la relativité. Dirac se lance alors dans un véritable combat avec les mathématiques. Il essaye, abandonne, recommence, jusqu'au moment où, enfin, l'équation prend forme. Ce n'est qu'à partir de là qu'il commence à se demander que nous dit exactement cette équation sur l'électron. Telle était sa méthode. Et c'est ainsi qu'il fit 2 découvertes majeures. Premièrement, cette équation exigeait d'elle-même l'existence du spin. Un cas extrêmement rare dans toute l'histoire de la physique. Personne n'avait volontairement introduit le spin dans les calculs, et personne n'était parti de l'hypothèse selon laquelle l'électron tourne sur lui-même. Simplement, pour que l'équation soit compatible à la fois avec la mécanique quantique et avec la relativité, l'électron devait nécessairement posséder son propre moment cinétique intrinsèque. Deuxièmement, le facteur G de l'électron déduit de cette équation valait exactement 2. Ce fameux 2 que personne n'avait réussi à expliquer. Précisons-le, Dirac n'a pas modifié son équation pour qu'elle donne le bon résultat. C'est au contraire le 2 qui est apparu spontanément. Au passage, cette même équation prédisait également l'existence de l'antimatière, 4 ans avant qu'elle ne soit découverte expérimentalement. Vous imaginez,
Une prédiction obtenue uniquement grâce aux mathématiques. On dirait bien que les équations en savent parfois davantage sur notre univers que les êtres humains qui les écrivent. Le fil invisible qui relie tout. Vous vous dites peut-être, d'accord, les physiciens ont fini par comprendre. Mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Presque aucun, à un détail près. Sans le spin, vous n'auriez jamais existé. Et il en va de même pour tous les autres êtres humains. Pour les étoiles, les planètes et plus largement, pour tout ce qui existe dans l'univers. Il existe une loi appelée « principe d'exclusion de Pauli ». Elle affirme que deux électrons ne peuvent pas occuper simultanément le même état quantique. Et ce principe n'est valable que parce que les électrons possèdent un spin. Sans le principe d'exclusion de Pauli, tous les électrons d'un atome s'effondreraient sur le niveau d'énergie le plus bas. Tous les atomes deviendraient alors identiques. Et il n'y aurait ni chimie, ni diversité des éléments, ni molécules. Et bien évidemment, nous n'existerions pas non plus. C'est grâce au principe de Pauli que le tableau périodique existe, et que les étoiles comme les naines blanches ne s'effondrent pas instantanément sous leur propre poids. Les électrons s'y repoussent mutuellement et soutiennent ainsi l'étoile. C'est aussi ce même principe qui rend possible, entre autres, les appareils d'IRM dans les hôpitaux, les disques durs et les ordinateurs quantiques. Bien sûr, comparé au rôle qu'ils jouent dans la structure même de l'univers, toutes ces applications ne sont finalement que de modestes bonus de notre quotidien. Ce qui est fascinant, c'est que Goudsmit et Uhlenbeck pensaient simplement expliquer les deux finerés d'un spectre atomique, alors qu'en réalité, ils venaient de découvrir le fil invisible qui soutient l'ensemble de l'univers. D'ailleurs, Christophe Colomb lui aussi était persuadé que la Terre était plus petite que ce que l'on croyait à son époque. Les savants arabes du Moyen-Âge avaient pourtant calculé avec une remarquable précision la longueur de l'équateur, mais ils l'avaient exprimée en 1000 arabes. Colomb convertit cette valeur en 1000 italiens, qui était plus court. À cause de cette simple erreur de conversion d'unité, la Terre rétrécit d'environ 25% dans ses calculs. Il était donc convaincu qu'il suffirait de naviguer vers l'ouest pendant quelques semaines pour atteindre les Indes. Et c'est précisément cette erreur qui conduisit à la découverte du continent américain. Les alchimistes, eux aussi, étaient sincèrement convaincus qu'il était possible de transformer le plomb en or. Au cours de cette quête, ils inventèrent les premiers instruments de chimie, donnèrent naissance à la culture du laboratoire et découvrirent des acides extrêmement puissants. Mieux encore, en 1669, Henning Brand tenta de fabriquer la pierre philosophale à partir d'urine et découvrit finalement le phosphore. Franchement, cette histoire est extraordinaire. Quant à Samuel Goudsmit et George Uhlenbeck, ils étaient persuadés que l'électron tournait sur lui-même, et c'est ainsi qu'ils découvrirent le spin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Qu'il vaut infiniment mieux avancer, même en se trompant, que ne rien faire du tout. L'univers finit toujours par récompenser ceux qui osent avec intelligence. Considérez cela comme l'une des règles silencieuses de la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt et au revoir.